Aujourd'hui, samedi 26 décembre, croire à la magie de la nature. 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est samedi 26 décembre. Bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie de la nature. Alors pour illustrer ce point, je dirais qui est fondamental, que ce soit dans mon accompagnement holistique, que ce soit dans la vie de l'étincelle et du bal perdu, notre écolieu, oasis de vie, que ce soit dans les fondements, je dirais, de l'enseignement et de la créativité de ce que je propose, tout ça, un des points communs, c'est la nature. La nature a une place indispensable dans mon univers, mon travail, mon partage. La nature a un pouvoir thérapeutique inouï pour toute personne de tout âge et pour tout ce qu'une personne peut traverser dans sa vie. Que ce soit du plus jeune âge, tout bébé, à en fin de vie, tout au long de votre vie, la nature a, après vous, en fait, quand je vous transmets et vous dis que vous êtes votre meilleure médecine, la deuxième chose qui est fondamentale et qui a autant de pouvoir, c'est la nature. La nature existait là avant nous. On a pu se construire et vivre et exister grâce à elle. On vit une époque où on commence à prendre conscience peut-être des extrêmes qu'on a pu lui faire vivre et lui faire subir. Et dans ce cas, comprendre et je dirais reconnaître les dangers dans lesquels nous nous trouvons. En tant que femme, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes à puiser dans l'écoféminisme, qui est un courant pas seulement de pensée, mais d'actes également, qui met le lien entre l'évolution des femmes et l'évolution de la nature et de ce que nous en avons fait dans nos vies. On se rend compte que beaucoup de choses sont en corrélation. En tout cas, la nature est pour moi la deuxième puissance de guérison après notre être. Et quand on veut se préparer avant quelque chose, donc comme le calendrier de l'Avent ou un passage, un choix de vie, un deuil, une séparation, une reconstruction, une nouvelle vie, un second souffle dans sa vie, en tout cas, peu importe en quoi on est en quête, la nature, être en connexion avec elle, a un pouvoir de liberté et de libération intense. Et on est dans une société déconnectée de la nature, alors on en revient un peu, si je veux vraiment être sincère et honnête. Beaucoup de choses se développent, mais dans notre société occidentale, il n'y a pas encore énormément de place à la nature qui amène des choses à nos vies. Je vais commencer par un texte qui a été écrit curieusement par une chercheure, une docteure sur les comportements que nous étudions, que nous faisons, que nous prenons, que nous subissons après un traumatisme quel qu'il soit. Et cette chercheure a énormément travaillé sur les connexions des éléments et de la nature. Voilà ce que dit Janine Fontaine. La Terre est un corps vivant et son esprit est nourri par les étoiles. Elle a une vie et une âme. Les continents sont faits de sa chair, l'océan de son sang, les cours d'eau tracent les chemins de ses artères, les marées rythment les battements de son cœur et les crêtes montagneuses dessinent sa colonne vertébrale. Les filons métalliques sont l'équivalent du système nerveux, les pierres précieuses représentent ses glandes endocrines.
On détecte dans son sous-sol des méridiens d'énergie, alors que ces sommets participent aux échanges d'énergie avec le cosmos. Le docteur Fontaine a établi la comparaison avec notre corps humain et on est évidemment à 10 000 lieues de tout comprendre encore du corps humain et notamment du cerveau. Les neurosciences sont en pleine ébullition et il y a eu une connexion entre les neurosciences, notre système, les sciences de notre anatomie, voilà, je cherchais le mot, c'est-à-dire notre fonctionnement comme vient de le décrire le docteur Fontaine avec tout ce qui est artères, sang, endocrine, etc. Et l'impact spirituel que la planète peut avoir sur nous. Et par ce crochet entre notre corps physique, notre corps du mental et cerveau et notre environnement dans lequel on vit, eh bien, je vais faire un petit point dans ce podcast au départ avec le Hygge et puis cette connexion que le Danemark et les pays scandinaves ont eu avec la nature et qui est un point qui a permis à l'unité de recherche, l'université de recherche du bonheur de élire ces pays en étant les gens les plus heureux du monde. Dans leurs critères de sélection, il y a eu cette connexion avec la nature. Et ce qui est très intéressant dans le Hygge et la culture du Danemark, et scandinave également, hein, c'est pas que le Danemark à ce moment-là, mais là on va se focaliser sur le Danemark et le Hygge, eh bien c'est qu'ils ont fait 2 points importants sur la nature, 2 visions des choses. C'est pas que la nature dans laquelle tout de suite je vais vous dire le mot nature et que vous allez imaginer des grandes étendues vertes ou l'océan ou la montagne. Vous allez voir ces 2 points et je me suis totalement retrouvée dedans puisque moi je le vis depuis que je suis enfant. Mais je pensais que c'était une sorte d'échappatoire de ma pensée créative, probablement. Je me voyais assez différente, donc j'arrivais en plein centre-ville de la ville dans laquelle je vivais à me connecter à la nature de manière incroyable, juste par un parterre de fleurs ou un arbre qui était pourtant en train de pousser dans le béton. J'arrivais à faire ce lien et à m'imaginer 1000 choses et à me régénérer toute seule grâce à ce tout petit bout de nature que j'arrivais à trouver en pleine ville. Et puis au fil du temps, en grandissant, et puis avec toutes mes moultes formations et mes chemins de vie, et aujourd'hui où je vous parle à l'étincelle, j'ai pu découvrir, que ce soit en termes de neurosciences, que ce soit en termes scientifiques ou en termes de développement spirituel et surtout un mode de culture comme le Hygge et au Danemark, avoir cette connexion réelle, prouvée, de ces états de la nature en 2 points. Et du coup, je n'ai trouvé que ça chez le Hygge et le Danemark, et notamment les pays scandinaves également. Le lagom, vous avez d'autres mouvements culturels liés à la douceur de vivre et l'art de vivre, où vous retrouvez cette connexion puissante à la nature et surtout les 2 biais que je vais évoquer avec vous. Alors, le Hygge, je vous le rappelle, ça se vit majoritairement à l'intérieur de chez soi. Vous l'avez compris, c'est dans votre maison et que ce soit dans votre maison où vous habitez, mais dans l'univers dans lequel vous développez, vous vivez. J'aime énormément ce mantra que j'ai sur mon mur de force qui est se sentir chez soi, c'est pas un mot, c'est une sensation. C'est pas un lieu, c'est une sensation. Se sentir chez soi ne sont pas que des mots ni un lieu, c'est une sensation, être chez soi. Et le Hygge, c'est un peu ça, c'est se sentir chez soi partout, un petit peu où on se trouve. La nature joue un rôle fondamental dans la recherche constante du Hygge dans sa vie, grâce surtout aux bienfaits que la nature peut nous apporter. Et c'est ça qui va être le fil rouge de notre podcast aujourd'hui, c'est quels sont les bienfaits de la nature qui peuvent être nécessaires et vitales à votre développement personnel, même à un changement de vie. Qu'est-ce que ça peut vous apporter comme bien-être, comme mieux-être? Et le Hygge, du coup, a vraiment focalisé sa recherche liée à la nature vis-à-vis de ça. Alors, la nature, qu'est-ce que c'est? Quand je vous en parle tout de suite, vous allez penser souvent donc à ces grandes plaines d'herbes, ces grandes forêts, ces montagnes, que ce soit sous la neige ou l'été.
et l'océan, la nature. Vous allez penser nature sauvage, le désert, les forêts amazoniennes peut-être. En tout cas, vous allez imaginer de suite des zones d'environnement qui ne sont pas touchées par l'humain. Et vous allez souvent me dire, la plupart des étincelles qui viennent à mes retraites ou que j'accompagne après sur des accompagnements autres, me disent oui mais moi j'habite en plein centre-ville, j'habite à Paris, j'habite à Lyon, j'habite à Bordeaux, j'habite à Genève, j'habite à Londres, j'habite voilà dans des énormes villes. Je ne peux pas non plus tout le temps me connecter à la nature, partir en week-end, etc. Et c'est là que j'interviens avec le plus grand des délices et qui fait le crochet avec ce que je vous ai évoqué quand j'étais petite et que je retrouve dans le hygge du Danemark, c'est que la nature, c'est aussi à côté de nous, en pleine ville, en plein centre-ville, dans nos villages, et qui sont souvent modelés par l'humain. Et la nature, c'est pas que la nature sauvage, c'est ce qui est englobé dans cette dernière. Ça, c'est le premier point que le hygge va vous donner, c'est que la nature n'est pas que la nature sauvage comme on peut l'imaginer, c'est les éléments. Donc là, vous imaginez, je suis trop contente parce que du coup, ça rejoint tout ce que je pense, c'est que les éléments sont de manière irrévocable liés à la nature. Il y a la faune et il y a la flore. Donc la nature, c'est ces trois axes également. C'est le côté sauvage, mais c'est aussi ce qui est à côté de chez nous et parfois même en ville. Un jardin de fleurs, un tout petit parterre que vous avez au coin de votre rue, c'est un coin de nature. Donc pour le hygge, la nature, c'est deux définitions. C'est la nature sauvage et c'est la nature qui se trouve juste à côté de nous. Dans la nature à côté de nous, il faut imaginer la nature comme un tout. C'est-à-dire que nous, on fait partie de cette dernière. Et il faut repérer dans les petits jours, les petites nuits, les petits moments dans sa vie en plein centre-ville, s'accorder un temps pour repérer des signes, pour voir cette nature. Si on est très sensible à la nature sauvage, on oublie et on ignore qu'en fait cette nature, elle est à côté de nous, en plein centre-ville, en pleine ville, en plein dans un village. La nature, elle va se trouver dans une pâquerette que vous allez trouver entre deux blocs de béton ou souvent c'est même un pissenlit en plein centre-ville qui sort d'un trottoir. C'est un escargot que vous avez vu le filet doré et brillant quand il est passé. C'est le roucoulement d'un pigeon. Il y a beaucoup de pigeons en ville. Son roucoulement, c'est lié à la nature. Même le moustique qui vient vous embêter en pleine nuit un soir d'été, c'est pas du tout la nature c'est pas du tout la nature qui t'amène quelque chose, c'est la nature qui t'embête au contraire. Mais la nature est présente. Des oiseaux qu'on va prêter son attention, à un moment donné on va oublier les bruits des bus, des taxis, du métro, tous ces bruits environnants, puis on va se focaliser sur d'un coup des oiseaux qu'on entend au loin. Une abeille qu'on va voir à travers par exemple d'un pot de fleurs sur la terrasse d'un café et on va apercevoir une abeille. Alors c'est de plus en plus rare ici en France de voir des abeilles en plein centre-ville. Sachez qu'à Copenhague, il y a dans chaque arrondissement, on va dire, parce que le Danemark est petit en fait, c'est pas des arrondissements comme à Paris ou ailleurs, mais à Copenhague, il y a dans chaque arrondissement des ruches partout qui produisent du miel et qu'on peut venir acheter, qui est disponible en fait. Et il y a même une loi au Danemark qui fait qu'il est interdit d'utiliser des pesticides à une certaine distance de certaines habitations afin que la nature se développe sereinement et que notre santé ne peut pas être touchée. Alors, le Danemark, c'est pas un grand pays, c'est pas la France, c'est vraiment tout petit. Si vous regardez sur une carte, je ne sais pas si vous avez pris le temps depuis le début du calendrier de l'Avent de voir où était le Danemark, mais c'est vraiment un tout petit pays, les villes sont pas grandes, et même à Copenhague, en moins d'une heure, on se retrouve à la campagne en fait. La nature est accessible partout, et elle est travaillée évidemment par des mains humaines dans les parcs, dans les villes, comme dans notre France aussi. D'autres fois, c'est la nature qui est modifiée
juste dans des parcs qui sont au bord de la ville et qui sont gardés sauvages exprès. Et les Danois, de toute façon, culturellement, ont un rapport très fort avec la nature. Elle prend une part importante dans la société et dans l'architecture des villes, et puis dans l'éducation des enfants. Je vais en parler brièvement, mais j'y suis très attachée parce que j'ai travaillé sur des projets liés à l'école dans la nature, où une journée entière, on faisait l'école dans la nature. Et on a rencontré beaucoup de gens du coup du Danemark et des pays scandinaves où il y a une priorisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais aux univers naturels, et où les enfants apprennent et ont une partie de l'école à cet endroit-là. La nature fait partie de la vie des Danois un peu plus que nous en France, que ce soit à travers tous les parcs présents dans la ville, les toits végétalisés, le rapport que les Danois ont à voir avec elle. Et puis, dès tout petit, je vous le disais à l'éducation, les enfants danois sont habitués à être dehors. Donc, ça se traduit culturellement, je dirais familialement, dans le sens où vous allez voir beaucoup d'enfants dans les landaux, les poussettes, un maximum dehors, même en plein hiver. Dans les cours, les jardins, il y en a beaucoup, absolument partout. Simplement également dans les siestes, figurez-vous que dans les siestes des bébés, les bébés danois, dans certaines crèches, font des siestes en extérieur, même quand il fait froid. Ils sont très suffisamment protégés, je vous rassure, et sachez qu'ils ont des meilleurs sommeils quand ils dorment en extérieur qu'en intérieur. Et quand c'est possible, dans un endroit semi-protégé, donc dans les crèches, vous assistez à des siestes dehors. En grandissant, le contact avec cette nature perdure. Pardon. Tout d'abord, donc, avec les crèches et les garderies qui ont un accès à la nature permanent. Vous ne verrez jamais une crèche avec une cour bétonnée. Il y a en plein centre-ville des espaces, même forêts, des espaces où il y a des arbres qui sont conservés. Ils ont des cuisines dehors pour jouer. Ils ont beaucoup de Waldorf Steiner, qui est une pédagogie à la connexion à la nature. Ils ont des espaces, entre guillemets, où les enfants se salissent volontairement. C'est-à-dire que tous les enfants, même en maternelle, ont des bottes. Donc, ils viennent avec leurs bottes, leurs chaussons, leurs chaussures. Et ils ont, qu'il pleuve, vente, neige, ils ont un espace de gadou, de pratique, où ils ont les vêtements exprès. Et ils sont autorisés à jouer dans la boue, à aller dans le toboggan même s'il pleut. Ils se mouillent, ils sont sales, etc. Mais c'est fait aussi pour avoir cette connexion créative avec la nature. Et puis, ça permet quelque chose d'indispensable à l'apprentissage, mais que vous-même, adulte, vous pouvez vivre, c'est expérimenter. Et puis, sur un terme de santé, en termes de santé naturopathique, etc., eh bien, ça vous renforce vos défenses immunitaires. On a tendance à être malade aussi l'hiver parce qu'on ne passe pas suffisamment de temps à l'extérieur en connexion avec la nature. Et on va choper les virus dans les magasins, les transports en commun, dans nos lieux de travail. Mais si tu passes du temps davantage en extérieur et que tu passes ne serait-ce qu'un temps minimum par jour dehors à respirer, eh bien, tu peux augmenter tes défenses immunitaires. J'ai une amie naturopathe à Paris. Ça m'avait fait sourire quand elle me l'avait dit dans la réaction de ses patientes au départ. Eh bien, elle leur conseillait de descendre 2-3 stations de métro avant leur domicile, à la station où elles sortaient pour rentrer chez elles, et de rentrer en marchant et prendre l'air. Ça leur donnait un quart d'heure de plus, un quart d'heure de marche, mais ça leur donnait 15 minutes surtout de connexion à l'extérieur et dans un environnement en connexion avec la nature, même si tu es en ville, qui te permet de booster tes défenses immunitaires parce que tu vas être à l'air libre et non dans les transports en commun qui peuvent être propices au développement des virus. Alors, les bienfaits de la nature pour les Danois,
il y en a 6 qui sont vraiment une base en fait dans le développement du hougue et qui pour eux sont une base de développement au reste. Ça, c'est les bienfaits de la nature par rapport à l'éducation également et aux apprentissages, au fait d'expérimenter, au fait de prendre confiance en soi, de stimuler sa curiosité, sa créativité, de découvrir, d'apprendre. Et ça permet de poser des fondations fortes dans la construction d'un jeune enfant et dans la construction d'un futur adulte. Mais ils font toujours le lien avec la vie d'adulte pour renouer des liens. Le fait de renouer des liens est fondamental dans sa vie d'adulte quand on traverse des choses et qu'on a tendance évidemment à les oublier. Les bienfaits de la nature sont, il y a 6 points, je vous en donnerai d'autres après, mais ceux-là sont 6 points importants, c'est que ça renforce les défenses immunitaires, ça offre une certaine autonomie. Vous n'aurez pas une autonomie ailleurs que dans la nature. Ça permet d'expérimenter, de tester, donc vous pouvez en métaphore le mettre sur d'autres clés dans votre vie. Ça apporte une façon différente d'apprentissage. Vous allez forcément apprendre différemment en étant dans la nature qu'en étant ailleurs. Ça stimule la curiosité et la créativité. Et ça aide à grandir en ayant confiance en soi, peu importe ton âge. Alors pourquoi la nature nous fait du bien? Quel est le lien avec le hougue? Pourquoi je vous en parle ici plus particulièrement? Donc le hougue, c'est la vision du bonheur pour les Danois. Il se vit à travers des émotions qui sont propices au développement, à aller mieux, être dans du mieux-être et qui représentent des moments liés à des émotions de base qui est le contentement, la plénitude, le bien-être, la joie et le bonheur et la gratitude. Il se retrouve dans des moments où on peut être véritablement soi, être soi naturellement sans avoir je dirais un masque. Alors, un plaisir pour les yeux, ça c'est le premier point. La nature, ça nous fait du bien, tout d'abord par des paysages que l'on voit, diversifiés. Je crois que la nature est ce qui nous offre le plus de choses différentes dans les couleurs, les textures, les odeurs, les sons. C'est la source numéro 1 de tout ce qu'on peut trouver en termes de diversification. C'est un plaisir pour les yeux qui s'offre à nous. On se sent émerveillé devant certaines vues, devant une montagne enneigée où il y a tout ce blanc immaculé et ces arbres qui sortent de la montagne, etc. On a un état de bien-être immédiat par ce plaisir des yeux, que ce soit sur un océan également déchaîné. C'est une impression de vivre quelque chose de privilégié qu'on va ressentir vraiment là. La nature nous fait ce cadeau finalement de se sentir être témoin de ce qu'elle nous offre et c'est quelque part ici une gratitude donc que le hougue a comme principe d'émotion de base. Gratitude dans ces moments, ces odeurs, ces paysages, cette vue. Ça nous apporte également selon eux une liberté et une paix intérieure. La nature nous apporte un sentiment de liberté. Il n'y a pas de carcan de la société à ce moment-là. On peut s'imaginer complètement seul au monde face à un océan ou si on part en randonnée en montagne dans la neige, on est seul au monde et cette sensation de liberté, de libération, de paix intérieure à l'écoute des bruits de la nature, ça c'est totalement hougueling, comme ils appellent ça, c'est-à-dire le moment intense de bonheur inouï et où c'est totalement orgasmique à ce moment-là parce que tu ne penses à rien d'autre et tu n'as aucun carcan à ce moment-là. Le son, liberté, paix intérieure, c'est le son également, le silence de la nature ou les sons de la nature qui vous amènent à un instant de paix immédiat. Le bruit du vent, le bruit de la mer, le silence de la montagne enneigée, ça vous amène tout de suite une paix intérieure. Face à la nature, on est remis à notre place d'infiniment petit face à l'infiniment grand qu'est la nature et ça nous remet à quelque part une sorte de place et d'ancrage. Ça nous oblige à être humble. On est tout petit face à une montagne, qu'on se retrouve dans les Alpes ou les Pyrénées et face à cette immensité de ça, ça nous permet de cultiver notre humilité. Ça nous permet d'accepter notre fragilité, notre vulnérabilité, le fait qu'on n'est pas parfait et que l'on est bien ainsi, pas parfait. La nature, quand on se connecte comme ça à sa grandeur, ça nous oblige à accepter nos défauts, que d'un seul coup, tous les défauts, toutes les choses qu'on
qu'on s'impose et qu'on se juge, mais comment il semble ridicule face à cette beauté et cette immensité. D'un seul coup, on prend un énorme recul. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de retraites qui sont en train de se développer aussi en reconnexion avec la nature, qui te permet de relativiser sur ce que tu es en train de vivre, que les défauts que tu t'imposes sans arrêt sur ton être, que ce soit à l'intérieur ou ton être physique, te poussent à devenir, à essayer d'être meilleur pour protéger la nature et te protéger quelque part. Être au contact avec la nature, ça te permet de garder les pieds sur terre, de rester dans l'instant présent. Tu as une grande connexion en méditation, en conscience, en pensée, quand tu es assis en tailleur à côté d'une cascade à la montagne ou face à l'océan ou en pleine forêt. Clairement, ta méditation, elle n'aura pas du tout le même impact vibratoire. Ça nous permet, la nature aussi, de voir le temps défiler à travers les saisons. Vous l'aurez compris, je pense qu'à l'étincelle, j'émets un culte aussi carrément thérapeutique dans l'évolution des saisons et l'impact que ça a sur ton propre corps holistique. C'est-à-dire que ça a un impact mental, corps et âme, et c'est une bonne façon finalement d'être connecté aux saisons. Ça a une bonne connexion de vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est un autre point que le Hugeux développe par rapport à nous obliger à voir et à vivre ce qu'il y a autour de nous. Et le contact avec la nature apporte un plus au Hugeux. Le Hugeux se vit de plusieurs façons, vous l'aurez compris, seul ou au contact des autres. Et donc on découvre à travers des moments cosy, mais aussi lorsque l'on vit ses propres passions. Et quand elles se déroulent en extérieur, en contact de la nature, ben là, on est totalement dans le Huggeling et dans la connexion à soi-même. Faire du sport en pleine nature. Tu prends ton vélo, tu habites à Paris, mais tu vas au bois de Vincennes où tu ne vas jamais parce que tu te dis ça va être juste l'horreur. D'un seul coup, tu redécouvres les grands lacs qui s'y trouvent. Tu te rends compte qu'il y a plein de cygnes, tu te rends compte qu'il y a plein d'arbres et tu es en plein Paris. C'est la même chose dans les grandes villes, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. Tu peux découvrir des moments en marchant, en courant, en faisant du vélo incroyables en plein centre-ville et tu te seras accordé 2 heures où tu aurais pu te dire j'ai vécu ça en allant à la montagne par exemple. Vivre l'instant présent en étant connecté à la nature et même en plein centre-ville, c'est un moyen de socialisation. Tu peux te retrouver dans un champ pour faire un feu de bois, mais tu peux très bien te retrouver en terrasse autour d'un feu, comme on voit de plus en plus vraiment dans les centres-villes de France, où tu as des petites connexions très hougueux, du coup, dans certains bars et dans certains... alors, pas en ce moment, mais voilà, quand on va revenir ou venir à un nouveau rythme de vie par rapport à tout ce qu'on vient de traverser, il y a des moments liés à la nature et on peut avoir ces moments de socialisation. On peut se faire des groupes de marche le dimanche ou autre jour de randonnée et on redécouvre une randonnée en plein centre-ville avec des connexions. Les chemins de la nature, par exemple, où vous apprenez, en vous baladant en ville, vous apprenez à découvrir telle ou telle plante qui peut te servir en plus en naturopathie. Et du coup, tu redécouvres ces moments de marche et de socialisation. Tu peux te dire aussi, en plein centre-ville de vie ou en plein village, tu peux rester des heures au même endroit et observer, prendre une photo des oiseaux, des animaux qui vont venir te voir à ce moment-là. Et tous ces exemples dont je vous décris, c'est une façon de vivre le Hugeux en connexion à la nature. Toutes ces activités prennent leur essence dans la nature et c'est un moyen de ressentir le Hugeux. La nature, dans la culture danoise, je suis toujours sur le Hugeux, nous offre la possibilité de se relaxer, de lâcher prise, de se sentir libre, de laisser passer tes soucis un instant, tes tracas, tes charges mentales, et tu te décharges. Tu te décharges de manière vibratoire. Je vais parler tout à l'heure de la vibration de la nature et de l'impact que ça a à ta propre vie. Ici, les Danois en font vraiment un trésor. Ça offre une parenthèse dans ta vie. Ça te permet de te ressourcer, d'atteindre une sorte de paix intérieure, d'accéder à ces moments hougueux, seul ou à plusieurs, en contentement, en joie, en bien-être, et qui vont prendre place dans tes émotions.
Vivre le hygge, ça te permet d'être plus sensible au moment présent, mais aussi de faire attention aux petits détails, aux petites choses qui t'entourent. Et ces toutes petites choses qui te donnent un moment de bonheur sont souvent révélées par des bouts de nature. Elles sont discrètes, évidemment, quand tu vis en ville, mais elles sont présentes. Avec le hygge, tu redécouvres une facette de la nature que tu as peut-être lâchée à un moment donné de ta vie. Ça te réapprend à apprécier la nature, à apprécier les bienfaits qu'elle peut t'offrir. Et même si c'est à une échelle toute petite, je le rappelle, ça te provoque des émotions en toi. Tu t'assois à un banc. J'habite pas très loin de La Rochelle. Tu vas sur un banc à La Rochelle, sur le port. Tu peux rester. Tu as toute une longue promenade qui arrive à la jetée Nelson Mandela. Ça m'est arrivé d'être ici parce que j'étais partie 2 semaines en résidence d'artiste, moi, de création vis-à-vis de l'étincelle. Et à un moment donné, j'ai dû sortir de l'endroit où j'étais parce que c'était la pluie et j'étais en bug de créativité. Et je suis sortie et moi qui vis en pleine nature dans un espace où j'ai beaucoup de chance, qui est vibratoirement très fort puisque je suis totalement entourée de nature, la nature venait à me manquer. Mais la nature comme moi je l'imaginais. Au bal perdu, on est dans 4 hectares, au seuil d'une forêt. Je sors de ma maison, je vais être connectée à tout ça. Et à l'endroit où j'étais en plein dans le port, parce que j'étais en résidence d'artiste sur un bateau, mais à quai. Et il pleuvait depuis 10 jours. J'ai eu besoin de me réancrer sur la terre. Et j'étais à pied, n'ayant pas de véhicule, je ne voulais pas me déplacer plus que ça. Et je me suis retrouvée sur cette jetée de marche. Et je me suis assise à un moment donné sur un banc. Et derrière moi, il y avait 2 énormes oliviers. Il y avait un espace de verdure avec des immortels. Donc ça sentait très fort et très bon. Je me suis assise à côté de cet espace de verdure. Et parce que vous aviez un petit banc en pierre. J'ai vu un nombre incalculable de fourmis, des fleurs de bruyère. J'ai vu une maman canard sur le port qui tendait tant bien que mal avec le courant de rentrer avec ses petits. Et j'ai eu d'un seul coup une connexion puissante avec la nature en plein centre de La Rochelle. Et pourtant, je n'ai vu que les détails. Je me suis focalisée finalement sans en avoir conscience, grâce à ces détails que le hygge met en avant. Et c'est parce que tu te connectes à ces détails que tu vas du coup prendre une dose inouïe de connexion à la nature plus, alors qu'en fait ce sont que des petits détails. Et le hygge met en avant ce que la nature peut apporter, et vous allez comprendre que ça peut venir du détail à l'immensément grand. C'est comme le dessin animé minuscule, c'est du tout petit à l'immensément grand. C'est le plaisir des yeux, le sentiment d'être privilégié, c'est-à-dire être témoin de cette beauté de la nature. Sentiment de paix intérieure, sentiment de liberté. La nature t'aide à ancrer dans l'instant présent. Ça te remet ton humanité à une place plus humble. Ça te permet de te ressourcer et ça te permet évidemment d'accéder au hygge, à l'art de la douceur de vivre qui te rend heureux. La nature te fait du bien, quel que soit son côté sauvage, où tu pars en pleine retraite, où tu te retrouves à Montbal perdu, complètement déconnecté du temps, de tout et de rien. Et là, tu es en côté sauvage, mais tu es connecté à tous ces moments que je viens de te décrire dans ta vie de tous les jours, que tu habites en plein centre-ville, dans un village, dans une ville pas si grande que Paris, mais une ville quand même. Tu as juste à ouvrir tous tes sens pour accueillir la nature et comprendre que même entouré de béton, tu peux accéder au hygge grâce à la nature et tu peux surtout ressentir les bienfaits de cette magie de la nature. Alors, comment te retrouver dans la nature? Ce sera ma deuxième partie de ce podcast qui est en lien avec la douceur de vivre. Alors, passer du temps dans la nature, ressentir sa beauté, son calme, sa puissance, son pouvoir guérisseur, et puis j'aime à dire son caractère sacré, ça t'aide à insuffler de la douceur dans ton quotidien et ça t'aide à lâcher prise sur ton mental trop présent, à ta charge mentale et te connecter à la vie, au grand air
peu importe où tu vas. C'est un baume pour l'âme. J'adore ce mot baume. C'est comme le baume du tigre que tu mets et que tu te soignes. Eh bien, la vie au grand air, la nature, c'est un baume pour l'âme. Être dehors, peu importe où tu te trouves, mais être dehors t'amène à tes racines spirituelles, t'amène à comprendre que tu fais partie d'un grand monde, d'un univers plus grand, et tu prends une autre dimension de ta vie, de tes problèmes, de ce qui t'étouffe, et tu prends même une dimension autre de ce qui te rend heureuse. Mon père avait toujours tendance à me dire, quand j'étais plus jeune et que je traversais des périodes un peu dépressives, noires, il me disait, mais lève la tête, regarde en l'air en fait, vois la tête des arbres, vois la cime du ciel, arrête de regarder en bas avec tes épaules, tu vois, qui prennent tout, et redresse-toi et lève la tête en fait. Et regarde ce qu'il y a au-dessus de ta tête. Et le fait de voir et de changer de regard et de regarder autrement, différemment, avec cette immensité de la nature, d'un seul coup, tu replonges, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'infiniment petit, et que est-ce que c'est réellement important ce que je suis en train de traverser? Est-ce que finalement cette sensation qui me peine ou me nourrit, quelle dimension ça a finalement dans tout ça? La nature, être connecté à elle tous les jours, peut t'ouvrir les yeux sur certains éléments que tu as occultés, que tu as été jusqu'à présent aveugle, et prendre le temps de se sentir bien dans la nature, reprendre le chemin de ta maison ensuite, nourri du bien-être que tu as eu grâce à cette connexion. Ça te permet de prendre conscience, de comprendre pourquoi il est important de renouer avec la nature et en quoi cela se rattache à une douceur de vivre que tu recherches peut-être. Là, je peux faire un point, évidemment, mais je ne fais que l'évoquer parce que ça, c'est quelque chose que je développe dans mes retraites. Mais il y a la sylvothérapie, qui est la thérapie par les arbres. Il y a le Shinrin-yoku, qui est la pratique japonaise du bain de forêt. Tout ça, ça s'inscrit dans des cultures de la douceur de vivre. Tout comme le friluftsliv norvégien. Ça, c'est la connexion hygge de la nature norvégienne. Vous avez le Witwayen néerlandais. Donc ça, c'est dur à dire, vous m'en voulez pas. Mais dans chaque culture de certains pays, il y a un chapitre, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a une connexion à la nature qui te permet de nourrir ton corps, ton âme et ton esprit. Alors, l'idée, c'est de trouver une harmonie avec la nature. Parce que je reviens toujours à l'idée de partout où tu vis, tu peux être en harmonie avec la nature. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. C'est essentiel de renouer avec la nature pour avoir une vie douce, mais plus tu apprécies à ta juste valeur le monde dans lequel tu vis, sa simplicité, mais aussi la complexité de cette nature, complexité des forêts, des montagnes, des océans, c'est très complexe comme un écosystème. Tous ces écosystèmes complexes composent notre monde extérieur, et plus tu seras en phase avec ta réalité sur un plan terrestre, je dirais, et d'ancrage de l'existence, plus tu arriveras à former une consistante, je dirais, à être une constituante intrinsèque de la nature même, et que tu comprennes que toute cette nature vit finalement au plus profond de toi, au plus profond de ton âme. Trouver l'harmonie avec la nature, c'est trouver l'harmonie avec soi-même. C'est sortir le plus possible, c'est avoir des connexions en plein air, d'activités en plein air. Beaucoup de personnes adorent être dehors, d'autres moins. C'est bien de cultiver des moments à l'extérieur, même si tu préfères rester à l'intérieur. Tu auras davantage de temps, c'est plus complexe pour toi si tu as du mal à justement être dehors. Mais au lieu de temps en temps rester coincé à l'intérieur, profite des moments en plein air, même s'ils sont tout petits. Juste le moment où tu vas attraper ton bus ou, je ne sais pas moi, aller acheter ton pain, faisant un moment immense où tu vas dehors. Et être dehors, ça favorise ta santé mentale, ça réduit le stress, beaucoup l'anxiété. Je parle de la connexion à la nature, attention. Certaines personnes en dépression plus ou en burn-out ont du mal à sortir, ont du mal à aller dehors parce que c'est plus dans le lien social. Moi, je te parle d'aller dehors dans la connexion à la nature. Il y a quelque chose
dans le fait de prendre un grand bol d'air frais qui t'aide à trouver ton ancrage et ton assise. C'est les ions négatifs qui sont dans l'air des montagnes, dans l'air d'un plan d'eau, dans l'air d'un arbre, et qui ont un effet apaisant de suite à ta structure moléculaire. Et ça te permet de renouer assez rapidement à ton être spirituel, quelque part, pour t'équilibrer, pour consolider ton essence profonde. Quand tu passes du temps dehors, ça te permet de chasser des sentiments négatifs, comme la colère. La colère, généralement, quand tu pars 1 heure marcher en connexion avec la nature, ta colère s'apaise irrémédiablement parce que tu ancres tes pieds dans le sol et tu lâches ta colère au profit d'un sentiment, j'ose à dire, de sérénité. Pratiquer une activité en plein soleil, aller faire ton yoga en plein soleil, même si c'est l'hiver, ça t'apporte une dose de vitamine D puissance 22. Si tu aimes pendant l'été courir, nager ou toutes ces activités en plein air, eh bien ça te donne de l'entrain, ça te booste, ça a un effet vitamine, ça te permet d'être plus présente à toi-même, ça t'aide à prendre conscience du monde qui t'entoure. Si tu n'as pas l'habitude de prendre de plus en plus de temps et d'activités dehors, eh bien prévois des courtes séances, mais prolonge-les. Prolonge-les progressivement. Une petite promenade peut-être en 5 minutes. Et puis tu vas, si tu as un petit balcon, tu vas t'offrir une jardinière et puis tu vas planter un pied de basilic, un pied de thym et un pied de, je sais pas moi, d'appétit. Tu vas pratiquer le yoga sur ton balcon. Tu vas pratiquer ton yoga, la prochaine fois t'emmènes ton tapis et puis tu te mets dans un parc et puis tu te fais quelques salutations au soleil, juste ça. Personne va te regarder, tout le monde s'en fout en fait. Mais toi, ça va t'amener un ancrage, un alignement et une dose de bol d'air. T'as une balançoire dans le parc, ben vas-y. Depuis quand t'as pas fait de balançoire en fait? Il faut lutter contre la routine ennuyeuse, sclérosante, anxiogène. Cette routine que ton cerveau adore. Ton cerveau, il aime la zone de confort. Il va employer des choses pour que tu ne bouges pas parce que si tu varies tes activités d'un jour à l'autre, ça va perturber ton Muladhara. Et c'est un travail à faire quand tu veux évoluer sur un avant et que tu veux cultiver un après de mieux-être. Il faut amener quelque chose de motivant et de plaisir dans des choses nouvelles que tu fais chaque jour pour rassurer ton Muladhara, ton ancrage de racines et ton cerveau. À ce moment-là, ton premier chakra en bas de la colonne vertébrale, lié au syndrome de sécurité à vivre tes 4 besoins primaires, sont liés à ce moment-là à ton cerveau. Et donc, dans tout ton corps, ça peut te bloquer. Quand tu fais des activités amusantes en plein hiver, par exemple une randonnée en raquette, et que franchement au départ tu te serais dit mais jamais je ferais ça, eh bien tu vas cultiver du plaisir à amener quelque chose de nouveau et ça va ancrer un changement dans tes habitudes. Ça va ancrer tous ces petits changements tous les jours en connexion avec la nature, va te donner du plaisir immédiat de vivre une activité en plein air, mais ça va approfondir ta connexion spirituelle avec la nature et ça va t'assurer aussi à donner de la valeur, de la douceur à un moment où tu es seul. Et puis, ça va te permettre de communier au plus profond de ton âme avec le souffle du vent, par exemple, sur ton visage, ou le chatouillement du sable sous tes pieds, ou le voile de sel qui se pose sur tes lèvres quand tu es au bord de mer, ou le vent frais qui pique sur tes paumes de joue quand tu es à la montagne au ski. Quand on va dehors en compagnie d'autres personnes, et même si on ne se parle pas, il y a toujours quelque chose de nourrissant entre la nature, les gens avec qui tu te trouves et toi. C'est pas pour rien, peut-être qu'à Noël, vous avez vécu des moments, allez viens, on sort, on va vivre une balade. C'est pas conscient, mais quelque part, il se passe des choses de connexion entre ces personnes qui partent marcher et la connexion avec la nature. Et c'est pas pour rien que ça arrive après Noël, ou même le jour même de Noël. Dans un quotidien de vie, quand tu sors, tu t'accordes 5 minutes, et bien trouve un endroit où tu peux t'asseoir. Ça peut être un banc, ça peut être une pierre, ça peut être je sais pas quoi, en pleine nature, mais en pleine ville. Et ressens, sens-toi fondre
dans le monde naturel qui t'entoure, autant sur le plan physique, mental, spirituel. Tu vas être assise là, tu vas sentir tes pensées s'évanouir. Tu vas faire appel à ton être supérieur à ce moment-là pour il éclaire ton chemin spirituel. Tu vas éviter de te demander des conseils sur un moment précis ou quelque chose que tu as besoin de comprendre. Stop, là tu fais stop, tu prends juste des connexions, je dirais créatives, qui vont se passer à ce moment-là. Alors chaque élément de la nature lié, chaque élément dans le sens, chaque acte de la nature, comme la pluie, le vent, les orages, le soleil, la canicule, tous ces moments sont essentiels à une vie. Et tous ces moments ont une force de nettoyage, une force de guérison. Ça donne à la terre des soins comme l'humidité, la nourriture, la chaleur, pour que les plantes poussent, pour que les animaux vivent, mais ça a le même impact sur nous. Ça va nous permettre de cultiver une douceur de vivre, une douceur guérisseuse, une douceur constructive pour accomplir pourquoi pas une tâche qu'on a remise sans arrêt au lendemain, ou tirer de la joie de quelque chose que l'on vient de faire, ou passer du temps par exemple en famille avec des amis. Ça nourrit tes sens également. Est-ce que tu as déjà remarqué l'odeur qui flotte dans l'air après un orage par exemple, ou après une énorme pluie? Cette senteur fraîche a sur nous un pouvoir apaisant, relaxant, du fait que d'abord l'air est regorgé d'ions négatifs après un orage, et ces ions négatifs ont un effet positif sur nous, puisque les ions négatifs aident à combattre le stress, favorisent notre bonne humeur, ça nous rend plus vifs, plus énergiques. Ces ions négatifs sont présents aussi en bord de mer, je l'ai déjà évoqué, dans la brume des montagnes, également à proximité d'une chute d'eau ou dans la rosette du matin. C'est souvent pour ça que c'est des destinations de vacances, mais tout ça, vous l'avez aussi dans ton quotidien de vie, en plein centre-ville, quand il y a un gros orage, eh bien, ou qu'il pleut et que toi tu fuis avec ton parapluie et tu vas vite te mettre au chaud, sors 5 minutes sous cette pluie ou cet orage, vous verrez que ça a un effet soit calmant, soit apaisant, soit ça vous insuffle de l'énergie, et ces ions négatifs purifient l'air à ces moments de nature, éliminent des bactéries, stimulent la croissance des plantes. Juste une parenthèse, mais les ions positifs, ça a des effets contraires. Vous savez que sous leur influence, on est mal en point, on est grognon, on est irrité. Quand il y a un tremblement de terre, par exemple, là, il y a une décharge ou une catastrophe naturelle. Là, il y a une décharge vibratoire d'ions positifs avant l'événement. Et les animaux le sentent. C'est pour ça qu'ils ont senti le tsunami au Sri Lanka. Ils sentent les ions dans l'air, le trouble que ça crée en prévision du drame. Les appareils électroniques, nos téléphones portables et ordinateurs produisent des ions positifs. Ça a un effet également sur nous. C'est une abondance d'ions positifs dans notre société du coup. Et il est bon de s'exposer régulièrement à des ions négatifs. Alors évidemment, vous avez des appareils générateurs d'ions négatifs, les lampes de luminothérapie, etc. en sont. Moi, je vous parle aujourd'hui de cette connexion à la nature. En Norvège, il y a une pratique qui est le koseling, qui est la quintessence même de la vie douillette et de l'art de vivre quasiment hougueux. C'est une journée de pluie, par exemple, c'est l'occasion de s'offrir une journée de koseling. Tu peux sortir au jardin alors qu'il pleut comme un gamin et ouvrir les bras ouverts, et tu ris sous la pluie, etc. Tu évacues ton stress à ce moment-là, totalement koseling. Tu lâches ce qui te ronge, ce qui te met en colère, etc. Et juste après, tu vas te blottir dans une couverture méga chaude, tu te fais un bol de jus chocolat chaud ou un lait de lune, tu vas te regarder le film que tu adores regarder à une période très hougueuse comme à Noël. Bref, les jours de pluie, c'est l'occasion rêvée de te détendre, de faire des choses que tu ne prends pas le temps de faire régulièrement, comme une journée spa à la maison ou une journée lecture intensive. Connexion à la nature quand tu es à la maison.
j'aime quand même le placer, eh bien c'est jardiner. Jardiner, c'est un baume pour le corps, l'âme et l'esprit. C'est les trois réunis parce que tu vas mettre en acte concret avec tes mains et tout ton corps cette connexion à la nature puisque tu vas jardiner. Tu vas être vraiment en connexion créative avec la nature. Le jardinage, c'est une activité qui est facile. Ça te permet d'avoir un bienfait physique parce que ça va te faire bouger. Même si tu as juste une jardinière dans ton appart, ça va te faire quand même bouger. Ça a l'effet positif d'apaiser ton esprit et ça va même t'amener à la contemplation. Contempler des plantes et des graines que tu as semées et les voir évoluer, tu travailles ta contemplation. Le jardinage, ça calme, ça infuse un sentiment de paix et même quand tu as une journée très occupée. C'est toi qui vas décider, en plus tu es libre de faire savoir ce que tu vas planter dans ta jardinière ou dans ton jardin, dans ton potager. C'est toi qui vas être créatif et savoir comment tu vas le faire, comment tu vas trouver ça joli. Tu vas être fier des réussites de cette culture, de l'entretien que tu vas lui apporter. Et tu peux clairement faire une métaphore avec ta propre vie, ton propre corps et ton propre esprit. Tu peux avoir choisi de faire pousser des fines herbes et des épices, comme tu as fait le choix de faire planter des fleurs. Mais en tout cas, non seulement le fait de cultiver un potager, ça te fait du bien à l'esprit, au corps, à l'homme, à l'âme, mais ça te fait aussi, et c'est pas pour rien, économiser quelques sous. Ça peut te faire manger des fruits et des légumes absolument divins, parce que c'est toi qui les auras faits. Et tu peux te faire planter un pied de fraise à la maison dans ton appart et avoir un bonheur inouï de manger tes propres fraises alors que tu habites en plein centre-ville. C'est parfois aussi apaisant et relaxant de regarder un jardin de ta maison, si tu as cette chance-là. Des plates-bandes surélevées sont très à la mode de plus en plus puisque ça arrive, les toits végétalisés également. Donc pourquoi pas à ce moment-là faire tranquillement entrer la nature chez toi. Alors faire entrer la nature dans ta maison. Ça c'est très healing et très thérapeutique dans ta vie, c'est très vibratoire. Seulement, ça ajoute de la chaleur, de la douceur à ton quotidien, mais ça te permet aussi de garder le contact avec cette nature parce que tu vas rempoter tes plantes, tu vas avoir la main dans la terre, et puis ça te permet également, dans des saisons compliquées comme l'hiver, d'être en connexion quand même avec la nature à l'intérieur de chez toi. Il n'y a pas mieux que d'intégrer des plantes à ton intérieur pour faire entrer la nature dans ton habitat quotidien, en plus de l'apport d'oxygène qu'elle te fournit. Les plantes vertes requièrent de l'entretien, donc tu vas les regarder, tu vas les nourrir, les cajoler, ça va te procurer un sentiment très calme. Quand tu ramasses des objets également naturels dans tes promenades, tu peux les transformer en trésors à la maison et tu as des trésors de nature et ça compte, que ce soit des coquillages, des feuilles sèches, des morceaux de bois avec des formes pas possibles, des roches, en tout cas tous les éléments que tu auras trouvés dans la nature, eh bien ça te permet d'embellir ton intérieur avec des éléments de la nature. Que ce soit motif, forme, couleur, ça t'aide à créer une atmosphère de douceur de vivre dans ta maison. Évidemment, je suis créatrice du yoga art, donc, et pas très loin de l'Atlantique. Je suis une fervente adoration et adoratrice de ramener des énormes souches de bois flotté de l'océan aux grandes dames de ma famille. Mais tu peux les disposer ça et là et créer 1 milliard d'objets fous ou à la maison. Et ça a un effet de connexion avec la nature. C'est-à-dire ramener des choses de la nature lors de tes promenade peut te donner envie et d'être créative et être envie d'utiliser pourquoi pas un bloc de roche naturelle que tu auras trouvé et pourquoi pas te dire tiens je vais en faire un évier quoi, tu vois, genre ou te servir d'un bout de pierre, de bois ou de cristal pour te faire un dessous de plat ou des serre-livres, je dis n'importe quoi hein, mais... mais en tout cas voilà, ça peut te, te pousser à imaginer plein de possibles. Je conseille toujours que quand tu fais ta déco à la maison, ça c'est en lien avec le Feng Shui, l'Ayurveda également, mais aussi le Hygge et cette connexion de la nature,
d'amener dans ta décoration des lieux des éléments naturels comme du bois, un plancher de bois, un mur en pierre, ne pas être que dans l'artifice, le synthétique. Si tu as le bonheur voilà, d'avoir acheté ta maison ou ton appart ou que tu peux faire les travaux toi, inclus des éléments naturels de la nature, un plancher en bois, un mur en pierre ou en ardoise ou en brique, un tronc d'arbre par exemple dans ta douche, c'est mon cas, j'ai un tronc d'arbre dans ma douche. Je sais pas, là j'ai pas les idées qui me viennent, mais en tout cas la construction de tes travaux inclut des éléments de naturel. Mise une lumière naturelle également dans les fenêtres de ton habitat. Pense de temps en temps à dormir les volets fermés si tes volets sont en bois, parce que la lumière de la lune, la lumière des étoiles va charger de manière vibratoire et d'ions négatifs le bois de ta fenêtre. Je vous assure que c'est vrai. Et si toi, tu ouvres ensuite ta fenêtre dans ton appart ou ta maison, ça va faire rentrer ces ions négatifs dans ton habitat. Et c'est totalement idéal puisque tu fais rentrer du coup la nature dans ta maison. Sur ton mur de force, là je réfléchissais en fait à ce que tu peux aussi continuer à faire, mais sur ton mur de force, tu peux accrocher des photos également. D'éléments naturels. Tu peux créer des cadres de photos avec des éléments naturels en fonction de tes goûts également, de ce qui t'inspire. Ça peut être juste un bout de papier peint de forêt que tu adores et que tu peux mettre sur ton mur de force. Je fais la parenthèse génialissime, quand tu vas dans les magasins de bricolage, tu as le droit à repartir avec des échantillons gratuits de papier peint. Et souvent, en ce moment, on fait des papiers peints, mais juste extraordinaires en matière graphique, qui sont liés aux éléments naturels. Et donc, bon, ils sont habitués maintenant, ils savent, moi, je suis une habituée. Tu peux venir prendre quelques échantillons et tu repars gratuitement avec. Et tu peux mettre ces bouts d'échantillons de papier peint sur ton mur de force. Moi, je les utilise aussi pour des cartes Moonboard ou mon Vision Board pour le Nouvel An, mais en tout cas, tu peux faire ça. C'était la petite parenthèse des éléments gratuits et zéro déchet que tu peux avoir dans ton quotidien de vie auquel tu n'avais peut-être pas pensé. Je vais venir pour terminer un peu ce podcast sur l'énergie de la nature et puis l'univers vibratoire qu'elle peut en avoir. Alors l'énergie existe, vous l'aurez compris, c'est vraiment un thème dominant dans mon accompagnement. L'énergie existe tout autour de vous, tout autour de toi. Elle est présente dans toutes les personnes qui t'entourent, dans tous les lieux, dans toutes les choses et tous les objets. Mais l'énergie coule dans les rivières, les ruisseaux. L'énergie flotte dans l'air. L'énergie est dans la terre, le ciel, les étoiles. Elle existe dans toute notre galaxie, comme au-delà, que ce serait bien prétentieux de dire qu'il n'y a que nous qui existons et qu'il n'y a que ici qu'il y ait de l'énergie. Il y en a aussi dans le royaume spirituel, dans notre esprit, dans nos rêves. Nos rêves, dans l'étude des rêves de manière scientifique, ont été mesurés en termes de vibration. Eh bien, quand une personne rêve, elle émet des vibrations. Quand elle fait des cauchemars également, l'énergie est partout. Et pour goûter, c'est vraiment le mot goûter, mais pour goûter à la douceur du monde naturel, il faut pouvoir te connecter à son énergie. Il faut pouvoir la ressentir comme une présence vivante. Pour cela, il faut sortir de chez toi, il faut te rendre dans une forêt, une plage, une montagne, en tout cas un lieu riche en végétation, où tu pourras à ce moment-là être seul. Et puis progressivement, tu vas te rendre compte des détails qui t'entourent. Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce qu'il y a une énorme roche à proximité ? Est-ce que tu as envie quelque part de te pousser à t'asseoir dessus ? Et qu'est-ce que tu entends ? Le murmure d'un ruisseau, le cri d'un pigeon ou d'un oiseau, d'un faucon, le bruissement des feuilles dans un arbre. Que sens-tu ? La pluie, le froid humide du sol, la senteur des pins, une fraîcheur dans l'air ? Que ressens-tu enfin ? Qui est le point fondamental à prêter sens dans la connexion de la nature ? Est-ce que l'environnement suscite en toi un sentiment de bonheur, de plénitude ? Est-ce que tu te sens détendue, paisible, contemplative ?
Et puis intuitivement, quand tu feras ça, tu vas ouvrir et t'ouvrir à l'environnement. Et tu vas voir quelle sorte d'informations tu vas pouvoir percevoir. Autrement dit, tu vas diriger tes pensées vers les différents éléments qui t'entourent et tu vois si tu vas recevoir une réponse. Alors c'est sûr, ça va te paraître étrange au moment où je te parle, bien que tu auras compris que je suis de toute façon étrange. Il te paraîtra peut-être étrange d'interroger une montagne. Au pied de ta montagne, tu t'es assis sur un rocher, tu as tes pompes de ski, toute ta famille est descendue avant toi, et puis toi tu décides de t'asseoir un peu, tu leur as dit, tu ne fumes pas, c'est ta pause clope, c'est ta pause aération totale, tu t'assois sur ce rocher, puis tu regardes cette montagne inouïe qui est devant toi, montagne enneigée et tout ça, et puis tu vas te poser là les fesses ici. Et puis ça va te paraître totalement étrange, tu l'auras compris, d'interroger cette montagne de manière intuitive, mais tu vas recevoir irrémédiablement une pensée en retour auquel tu t'attendais pas. Parce qu'il y a un taux vibratoire qui t'entoure et ce taux vibratoire va nourrir tes pensées. Et tu vas de manière inconsciente avoir lâché prise en un quart de seconde sans même que tu t'y attendes et tu vas avoir une pensée de vibration, d'ion négatif qui va venir à toi et tu vas avoir une réponse. C'est pas pour rien que quand tu es à un moment donné de ta vie, tu ressens un besoin de prendre l'air et tu vas être en connexion avec cette nature et les ions et vibrations que tu vas recevoir va te pousser à recevoir des réponses, de la gratitude. Lorsque tu parviens finalement à ressentir une connexion avec l'énergie des éléments naturels qui t'entourent, que ce soit une plante, que ce soit un animal, que ce soit un objet inanimé comme un rocher, eh bien tu progresses vers une connexion spirituelle qui est plus profonde avec l'environnement naturel dans lequel tu te trouves. Et si tu veux tenter d'approfondir davantage cette compréhension, tu peux même visiter ce même environnement plusieurs fois. Tu vas prêter attention aux nouvelles impressions qui viennent à chaque visite et tu vas ressentir plus profondément l'énergie d'un même lieu. L'énergie du monde naturel va te surprendre par l'aide qu'elle peut t'apporter. Celui qui a des problèmes d'insomnie, celle qui n'arrive pas à dormir, passe du temps dans la nature, aide à apaiser l'âme et ça favorise un meilleur sommeil. En Norvège, friluftsliv signifie la vie à l'air libre. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure comme art de vivre norvégien. Et selon cette pratique, eh bien, être présent dans la nature, c'est bon pour le corps, l'âme et l'esprit. Et ce qui est salutaire en tout point, ça va permettre d'apporter un meilleur sommeil. La randonnée, d'autres activités physiques favorisent aussi un meilleur sommeil parce que tu te dépenses et tu t'ancres à chaque pas. Il y a quelque chose que moi j'adore faire et que je fais aussi faire aux étincelles qui me rejoignent, mais je le fais beaucoup pour moi et aussi pour ma famille. C'est prendre le temps de respirer l'énergie de la nature dans laquelle tu te trouves. C'est ressentir l'essence du lieu de manière intuitive. Tu te poses et tu ressens, c'est tout, l'énergie. Et ça peut vous faire sourire ou cligner des yeux, mais tu as des endroits où tu as été, puis tu as déjà dit cette phrase, je le sens pas en fait, je me sens pas bien ici, je suis pas bien, je le sens pas. Et puis au contraire, tu vas arriver à un endroit, tu vas faire, waouh, je me sens hyper bien, il y a une énergie folle ici. Eh bien c'est ça que je fais un petit peu quotidiennement. Et puis tu vas absorber cette énergie du lieu, quand tu vas ressentir une énergie forte, tu vas l'absorber par la respiration, c'est-à-dire que quand tu vas laisser remplir ton corps tout entier à l'inspire, mais tu vas pas seulement respirer de l'air, tu vas inspirer tout ton corps, de tes poumons, en imaginant que cette énergie va circuler partout en toi lorsque tu vas inspirer, que tu vas conserver cette énergie en toi tandis que tu expires. Et avec l'inspiration qui suit, tu vas intégrer encore plus l'énergie de ce lieu. Tu vas imaginer ton corps rempli à ras-bord de l'énergie du monde naturel qui rétablit ton équilibre en toi, qui t'imprègne de positivité. Ce petit moment-là de connexion, de respiration à la nature, c'est très fortement bénéfique, en tout cas pour moi, quand je me sens triste, quand je me sens en colère, quand je me sens contrariée et quand je me sens vidée d'épuisement. C'est les 4 points où je sais que ma recharge première va aller être de respirer l'énergie d'un lieu, liée à la nature. Tes émotions négatives elles disparaissent
immédiatement, sans même que tu t'efforces toi de les rejeter dans l'expiration. Ou toi, tu fais un effort, par exemple, vous voyez, en méditation, et tu vas expirer, tu vas devoir faire l'effort de expire ce qui ne te convient plus, expire ce qui te fait du mal, etc. En connexion à la nature, quand tu fais cet exercice d'inspire et d'expire de l'énergie en conscience, tu n'as pas à le faire, en fait. Ça se fait naturellement. Essayez. La prochaine fois que tu vas être dans la nature, tu essayes de faire cet exercice pour voir si, ne serait-ce que ça, il te fait du bien. Je vais terminer pour tout simplement faire un clin d'œil à l'épanouissement spirituel grâce à la nature et puis au seuil vibratoire. Les êtres spirituels que nous sommes, on aspire finalement à renouer avec l'univers spirituel, avec un sentiment calme, doux, de douceur de vivre qui procure l'amour inconditionnel et que l'on éprouve lorsqu'on existe dans l'esprit. Et afin de retrouver ce sentiment, on peut chercher à grandir spirituellement grâce à la nature. Grandir et s'épanouir spirituellement grâce à la nature, c'est prendre toujours plus conscience de son essence intérieure, c'est comprendre ses propres vérités spirituelles, c'est mettre au jour sa mission de vie fondamentale, ce que l'on appelle dans le monde du yoga son dharma, et c'est illuminer le monde de sa lumière. Habité de ta propre spiritualité, tu jouis d'une vie simple et douce. Et grâce à cette connexion de la nature, tu peux t'épanouir aussi spirituellement. Dans cette quête de tes vérités spirituelles, passer du temps dans la nature peut t'aider à mettre au jour rapidement, je dirais, la lumière de ton essence, la lumière de ton âme. Il y a quelque chose dans le fait de regarder une imposante montagne couronnée de neige ou l'immensité d'un océan. Il y a quelque chose qui met la vie en perspective, en architecture. Tu te sentiras petite par comparaison. Et pourtant, ton énergie, ton essence profonde, elle est aussi grande et inspirante, belle, forte et précieuse que cette montagne, que cet océan. Et est-ce que, quand tu te regardes dans les yeux, dans le miroir, est-ce que tu vois cette puissance de l'univers à l'intérieur de tes yeux? Mais il est là pourtant. Il suffit de te connecter à cette énergie similaire et immense que tu vas retrouver dans l'immensité et la force de la nature. Au cours de ces apprentissages spirituels en connexion à la nature, tu vas aller examiner ce qui est en toi, en fait, ce en quoi tu crois et pourquoi tu crois à ça. La nature va t'aider à ça. Si tu fais cet examen, on va dire, d'examiner ce en quoi tu crois et pourquoi tu crois en ça, si tu fais cet examen au cœur de la nature, en pleine forêt par exemple, bien le calme qui se trouve dans cette forêt environnante va t'aider à percevoir clairement ton système de croyance. Le fait d'être tranquillement assis sur une roche, un arbre, le fait d'enjamber une rivière, ça va te demander pourquoi tu es sur cette terre. Alors que tu es en train d'entendre des feuilles tourbillonner dans le vent, tu vas pouvoir peut-être réellement éveiller quelque chose en toi à ce moment-là. Et là, tu vas aussi voir si tes croyances servent ton épanouissement spirituel ou si au contraire tes croyances te freinent. Est-ce qu'elles circulent comme le vent dans les pins ou est-ce qu'il y a un blocage? Y a-t-il des idées dont tu n'es pas sûr à ce moment-là et que tu vas remettre en question parce que tu dois enjamber un massif de ronces par exemple pour accéder à la rivière? Si tes croyances t'aident à grandir spirituellement, alors tu es sur le bon chemin. Si elles te soulèvent des questions qui t'aident à les évaluer, tu es toujours sur ton chemin. Peut-être que là, tu es sur un chemin de traverse. Mais si tes croyances ne t'aident pas à grandir, ni comme individu, ni dans l'esprit, et qu'au contraire, elles t'empêchent d'avancer, parce que ce sont par exemple des croyances motivées par la peur, parce que quelqu'un d'autre les a planquées et les a plaquées à l'intérieur de toi, eh bien il est temps de les examiner à nouveau pour décider si tu dois t'en défaire ou les changer d'une façon ou d'une autre. Et la connexion à la nature peut t'aider à ça. C'est pas pour rien aussi qu'il y a beaucoup de stages en ce moment qu'on voit fleurir en France, parce qu'il y en a beaucoup en fait dans les pays qui sont connectés à la nature culturellement. Mais en France, c'est nouveau et on va voir fleurir des week-ends de connexion à la nature où tu n'as rien, tu n'as en mode Mike Horn quoi en gros.
où tu as d'extrême nécessité de confort zéro. Tu as juste de quoi bien dormir, bien manger, bien te nourrir et bien te faire les soins premiers. Ça, tu l'as, parce qu'il ne suffit pas de tout casser d'un coup, mais tu es en connexion. Soit tu dors dans un tipi, tu dors à la belle étoile, tu dors dans une yourte ou je sais pas quoi, mais en tout cas tu dors dans un autre contexte, tu vis dans un autre contexte, tu vas te faire à manger sur le feu, il y aura uniquement le feu qui va t'aider à manger. En tout cas, ce mode sauvage va te permettre de comprendre ces croyances et ces croyances limitantes, les freins, tout ça, et ça va te permettre de comprendre l'impact que ça a à ta vie. Il y a quelque chose de magique. Vous savez, mon amour maintenant inconditionnel sur cette magie, peu importe ce qu'on y met derrière, mais en tout cas, il y a quelque chose de magique à être dehors quand le soleil se lève. Il y a quelque chose de magique à être dehors quand le soleil se couche, quand vous allez voir une pleine lune immense, brillante, lorsque des millions d'étoiles scintillent autour de vous. Et de tels moments-là, de connexion à la nature, au pied d'une cascade sauvage, parce que vous avez marché 4 heures en pleine forêt, la montagne incroyable de la force dans ce qu'elle vous nourrit, eh bien, de tels moments sont propices à l'introspection. Ça vous permet de renouer avec votre esprit intérieur. Ça vous permet d'élargir vos idéaux. Ça vous permet d'envisager de nouvelles routes à explorer. Tandis que là, vous admirez la beauté majestueuse du monde qui t'entoure. Être dans la nature t'aide à réfléchir mieux. Ton esprit a ce qu'il lui faut à ce moment-là, en ion négatif, en air, en développement des sens. Tout ton esprit a ce qu'il faut pour s'apaiser. Tu n'as pas à le faire. Il a tout dans la nature. Il va arrêter et cesser d'être en sur-régime pendant quelques instants. Il va simplement s'unir avec le monde, et pendant que toi, tu vas respirer l'air frais, que toi, tu vas percevoir les éléments naturels aux alentours. Et pendant que tu examines ta spiritualité ainsi plongée dans la nature, eh bien, tu vas prendre le temps de véritablement regarder autour de toi, de remarquer cette nature. Tu vas prendre attention sans même t'en apercevoir aux insectes, aux oiseaux, aux plantes, aux animaux, aux odeurs, aux sensations qui t'inspirent tant de choses dans ce que tu es en train de voir. Chaque fois que tu es dans la nature, cherche quelque chose de nouveau. Vois en quoi ça pourrait être un message, un signe que et vois en quoi ça pourrait être quelque chose qui peut changer ta vie. La croissance spirituelle qui te permet ces moments passés dans la nature est infinie. Passe-y autant de temps qu'il te faut pour atteindre le degré de croissance spirituelle que tu cherches à atteindre dans ta vie. Je voudrais terminer ce podcast et hymne poésie par faire un clin d'œil quand même à la vibration auto-vibratoire de la nature. Je ne vais pas l'évoquer plus longuement dans le calendrier de l'Avent parce que j'en parle aussi beaucoup, je l'évoque beaucoup dans mon accompagnement holistique en quête d'essence qui est un peu plus long. Tout simplement parce que on fait un véritable travail sur l'énergie et qu'est-ce que ça peut changer aussi et apporter à ta vie. Mais je ne peux pas ne pas l'évoquer ici pour le calendrier de l'Avent. Comme je vous l'ai expliqué, tout est énergie, tout émet une fréquence vibratoire dans tout ce qui se passe sur la planète. Le moment où je vous exprime et crée ce podcast avec vous et pour vous, je suis dans un lieu qui a un taux vibratoire assez haut. Il n'est pas élevé, mais il est haut. Je l'ai fait mesurer, je l'ai fait étudier, ce lieu du bal perdu, pour essayer de comprendre des fois ce qui s'y passe, parce que des fois des choses m'échappent, mais la source, il y a des endroits vibratoires qui sont très forts, qui émettent des fréquences vibratoires assez fortes. C'est un état et un lieu où la nature est dans son état brut, où avec mon amoureux, on en est les joyeux gardiens de ce lieu qui nous a plutôt appelés et qu'on a trouvé par hasard. Et on essaye de le préserver
en partant de l'existant, on le rénove à partir de l'existant, de la nature, parce que justement la nature y est très présente et très forte à certaines fréquences, et c'est assez libre et sauvage, et on tend à le rénover ainsi avec des matériaux naturels. Donc ça prend évidemment plus de temps, mais c'est un véritable choix de vie et un honneur à ce lieu. Et tout y est si présent dans ce lieu, si vivant, que ce soit les sons, les formes, les couleurs. Le jour où je vous fais ce hymne poésie, le matin, je me suis réveillée, tout était blanc de partout. Il avait gelé la nuit et tout est blanc. Et quand c'est tout blanc ici, c'est assez magique. Et quand je suis allée faire le tour de cet espace le matin, comme chaque matin, je fais un petit tour pour m'inspirer des choses, et j'ai encore vu passer ces fameuses 4 biches qui doivent vivre. C'est une petite famille, alors c'est drôle parce qu'on est 4, et il y a ces 4 petites familles de biches qui sont passées. Et voilà, tout pour moi il est magique, les sons, les formes, les couleurs. Je prends conscience de la chance qu'on a d'être les gardiens de ce lieu et de vivre dans un espace aussi chargé énergétiquement, et de le faire partager. C'était notre envie de créer en résidence d'artistes et de créativité et de mieux-être. Mais voilà, depuis que je me suis levée ce matin, je vous avoue, avec ce paysage de givre, j'ai écarquillé les yeux une bonne centaine de fois, suivi un écureuil qui montait le long de mon tilleul pour essayer de trouver à manger. Je vois les larves de grenouilles qui se préparent, et de libellules, l'hiver qui se met en place, les feuilles. Enfin voilà, je prends un temps pour vivre cet espace aussi par tous mes sens, pour me nourrir et m'inspirer. Et j'ai senti mon cœur vibrer fort dans ma poitrine une bonne centaine de fois également. La douceur et l'intelligence de cette nature m'ont subjuguée à ce moment-là. Et à un moment donné, il faut savoir quand même que chaque lieu du globe, dans des traditions aussi, comme les postures de yoga, comme la salutation du soleil, exprime une gratitude envers la nature, envers les astres, envers le soleil, la lune. La, la nature est présente aussi dans la construction de certaines civilisations. Je pense aux Mayas, qui étaient extrêmement connectés également à la nature et au rythme de la nature. Je pense aux Égyptiens, qui orientaient la construction des pyramides. Elles sont tellement réfléchies en fonction de la nature qu'aux équinoxes de printemps et d'automne, le soleil forme une ombre qui dessine le serpent qu'on appelle Kukulkan le long des marches. Les édifices, comme certains temples mayas d'ailleurs égyptiens, sont orientés par rapport à la lune, par rapport à Vénus. Les mayas ont été très présents et très forts en acoustique, c'est-à-dire que quand ils émettent un son au pied de l'escalier de la pyramide, eh bien, le son remonte jusqu'au sommet de la pyramide en fonction de la guidance du son. Et en fait, on croit que c'est un son d'un oiseau. Donc tout ça pour vous dire que euh, tout est lié. L'humain a réussi aussi à s'inspirer de la nature et à valoriser Gaïa. Mais il y a des lieux d'énergie qui ont un taux vibratoire élevé sur la planète. Et comme dans notre corps, chaque zone de la planète, ça c'est assez fou, mais possède son énergie propre en fonction de son histoire, mais aussi des propriétés physiques du lieu, le climat, la terre, la présence d'eau ou pas, la faune, la flore, les minéraux, etc. Et en fait, mais aussi les scientifiques, pas que les gens dans une communauté spirituelle, ont remarqué que la Terre possède des nœuds de chakras qui harmonisent finalement des énergies cosmiques, telluriques, et ont un impact évidemment sur les gens. Ces énergies sont évidemment aussi en lien avec la présence des éléments où abonde l'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la journée de eau, j'ai évoqué les travaux du professeur Emoto qui a pu mettre en évidence que l'eau mémorise l'information à laquelle elle est exposée. Donc l'eau, les minéraux, les arbres mémorisent des informations et mémorisent des énergies
Et ça, c'est aussi important. Les éléments naturels sont également présents dans la nature, donc sont des centres inspirants je dirais, d'énergie qui peuvent nous nourrir. Chaque rythme de saison est également chargé de manière vibratoire. Il y a des lieux sur sa planète Terre qui ont des lieux vibratoires très forts. Et ce qui est curieux, c'est que dans les merveilles du monde que les historiens, les archéologues ont élus, finalement, merveilles du monde, ce sont des lieux à haut taux vibratoire et fréquence hertzienne et dégagement de ions négatifs très forts. Euh, Parce que généralement, ils sont en plus totalement en osmose avec la nature. Euh, et même si c'est un élément d'architecture humaine qui n'est pas forcément fait dans une volonté de bien-être. Je pense à la muraille de Chine. Je pense qu'il fait partie d'une merveille du monde. Je pense au Taj Mahal, qui représente un univers architectural lié à l'amour. Mais quand on connaît la réelle histoire du Taj Mahal, que je vous parlerai pas là, mais qui est une de mes histoires préférées, parce que en fait, l'histoire du contexte, elle n'est pas du tout romantique au final. C'est un drame dans le drame, et pourtant les gens du monde entier en ont fait un lieu d'amour puissant. Et c'est pas toujours une onde vibratoire aussi saine que ça. Parfois, certains lieux vibratoires très hauts nourrissent d'une autre manière les choses. Et les lieux de vibration basse sont souvent des lieux où il y a eu aussi des drames humains. Mais certains scientifiques se sont penchés aussi sur pourquoi ça a été là. Je pense aux camps de concentration. Eh bien, certains scientifiques ont pu noter un taux vibratoire extrêmement bas à cet endroit, qui est donc emprunt à des choses négatives, des négativités, des choses dramatiques. Et puis à l'extrême, on va avoir des lieux à haut, fort taux vibratoire d'énergie qui sont capables de régénérer des personnes humaines et des animaux, et que même des animaux puissent s'y rendre eux-mêmes de manière sauvage. Et les humains d'ailleurs et les scientifiques ont cherché à comprendre voilà pourquoi ça se passait comme ça. Euh, il y a une intelligence, c'est clairement le mot que j'ai envie de poser, mais il y a une intelligence sur certaines zones vibratoires de la planète Terre et qui sont une influence sur notre être, que ce serait bien prétentieux et égocentré de dire que tu vas à un tel endroit et ça ne te fait rien sur toi. Alors que tu ne le revendiques pas et que tu le dises pas, ça peut être lié à une histoire et lié au passage de vie que tu peux vivre peut-être. Mais personne n'est revenu d'une journée à l'océan ou d'une randonnée en pleine montagne ou d'une nuit à la belle étoile au bord d'une rivière sauvage sans pouvoir oser dire, même à soi-même, j'ai passé un moment merveilleux, j'ai rechargé mes batteries, je me sens apaisée, j'ai pu lâcher mon mental, j'ai pu lâcher des choses. Il y a des lieux qui sont propices à la régénération, qui sont propices à l'apaisement de soi, qui sont propices à la guérison. Je ressens ça depuis que je suis petite, j'ai pu grandir dans un lieu comme ça. Quand je ne pourrai plus aller sur ce lieu, je pense que ce sera un déchirement même dans ma chair. Et j'ai cherché à trouver un lieu comme ça pour aussi créer mes rêves et mes projets comme le bal perdu. C'est une fois qu'on a mis le pied là-dedans et qu'on a ouvert, même la plus cartésienne des personnes peut dire je ne repars pas de ce lieu de la même manière que je suis arrivée. Je suis quelque chose à bouger, je ne sais pas quoi, quelque chose à changer, quelque chose, je ne sais pas quoi.
Et ce que je voulais dire aussi pour terminer, c'est que on est tous uniques. Ça, il faut vous le rappeler. Et donc, chaque personne a une fréquence vibratoire d'énergie qui est l'union de beaucoup, beaucoup de choses. Et on va réagir d'une façon différente. Donc, des fois, on part en amoureux ou en amoureuse ou en famille sur un lieu. Et une personne, ça peut créer des déceptions en fait parce qu'une personne va ressentir un moment très intense et d'autres moins, voire pas du tout. Et il va y avoir une incompréhension entre les gens qui s'aiment. Et pourtant, c'est juste parce que c'est comme un aimant. En fait, soit tu t'attires le bout, soit tu te repousses. Et bien sur les énergies, c'est un peu du même acabit, c'est-à-dire que tu as ton taux vibratoire et qui va réagir en fonction d'un lieu et d'autres non. C'est lié au-delà de ça d'un univers d'effervescence de vie. Quelqu'un qui, dans un contexte, va te dire mais moi je ne peux pas vivre en plein centre-ville de Paris. Et comme quelqu'un qui va te dire moi je ne peux pas vivre dans 4 hectares isolé en pleine forêt. Euh, Ce n'est pas que une envie, ce n'est pas que quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui fait partie de toi de manière inconsciente dans des énergies. Combien de fois, et je suis persuadée même la plus cartésienne d'entre vous qui m'écoute, va dire à un endroit, je me suis sentie bien alors que je ne m'y attendais pas, à un endroit auquel pourtant je pensais que ça allait bien se passer, ça s'est mal passé. Dans cet endroit, à chaque fois que j'y retourne, je me sens tellement bien, tellement chez moi. Euh, Être chez soi, dans la nature, c'est c'est pas un lieu, c'est vraiment une sensation. Je vais m'arrêter là pour ce podcast qui est assez long. La nature est très présente dans mon accompagnement holistique de guérison et de développement personnel. Je fais beaucoup passer les femmes, les enfants, les personnes âgées à travers la nature, qu'elles se redécouvrent elles-mêmes et surtout se connectent à leur essence sauvage parce que c'est là que tu vas aller puiser des forces auxquelles tu n'imagines même pas avoir. Et du coup, je l'évoque voilà, de manière assez longue dans votre calendrier de l'Avent, mais il est important à comprendre et à ressentir. Je le développe davantage dans mon accompagnement holistique en quête d'essence sur 3 mois. Et je le développe également à travers des ateliers pratiques dans mes retraites et mes ateliers. Donc je vous invite peut-être un jour à continuer ce chemin, que ce soit avec moi ou évidemment avec quelqu'un d'autre, mais continuez ce chemin de votre quête avec la nature et avec ses éléments et toute son essence. Vous y gagnerez énormément, énormément, et sur tous vos plans, sur votre corps, sur votre âme et votre esprit, et sur des points auxquels vous n'imaginez peut-être même pas, ne serait-ce que une quête d'amour de soi. On peut tomber amoureux de soi en pleine nature, comme jamais ailleurs. Et ça, c'est croire à la magie de la nature. On se retrouve tout de suite dans l'atelier yoga.